Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette chronique Qui c'est qui commande, un podcast produit par Un Petit Papour qui s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur vie intérieure. Je suis Frédérique Petit, femme d'entreprise, formatrice et psychanalyste symbolique. J'accompagne depuis 10 ans la vie intérieure de personnes aux commandes de projets, d'équipes, d'entreprises ou tout simplement qui essaient d'être aux commandes du quotidien. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de Georges, personnage de fiction inspiré du réel, dont le cheminement intérieur est le fil rouge de plusieurs épisodes. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite. Mais vous pourriez vous reconnaître. Dans ce 7e épisode, Georges, qui a éclairé dans l'épisode précédent ses liens inconscients à l'autorité présumée de Frédéric, rentre dans le vif de son rendez-vous avec son collaborateur Stéphane. Georges rassembla ses notes et reprit le fil de la séance. Comme je vous disais, mon dernier échange avec Stéphane ne s'est pas bien passé. J'ai l'impression qu'on ne doit pas être loin de cette histoire d'autorité. Sans relire tout ce que j'avais écrit, si je résume la question que je me suis posée en préparant le rendez-vous, c'était « Mais qu'est-ce que je dois faire de mes travers au travail ?» Je vous explique. Je sais que je ne suis pas parfait, mais jusqu'à présent, ma carapace professionnelle contenait mes défauts. Quand j'essaie de fendre cette carapace, l'homme que je suis apparaît et c'est pas toujours joli. Ok. On part de là. Je vous écoute, Georges. Il étala ses documents sur la table basse devant lui. Alors, j'avais fait un point de travail avec Stéphane, le directeur technique un peu geek, vous vous souvenez ? J'ai l'habitude de passer une demi-journée tous les mois avec chaque membre du CODIR pour faire le point sur les dossiers. Ce sont des points assez dynamiques, efficaces. On est là pour déblayer les sujets. Assez vite, je me suis senti mal à l'aise dans l'échange, comme à l'étroit. Stéphane est un collaborateur brillant, très expert dans son métier, avec une intelligence vive. Ses prises de parole sont toujours très argumentées, précises. Il m'apporte des éclairages techno qui m'aident à trancher. Dans les faits, il a toujours pris une grande autonomie et je lui faisais confiance. Je fis remarquer à Georges. Vous entendez que vous parlez au passé ? Vous ne lui faites plus confiance ? J'ai dit faisais confiance. Ah oui, dit Georges en se passant la main dans les cheveux, l'air embêté. Peut-être. Je pense que l'échange avec Rodolphe m'a bousculé plus que j'imaginais. Au fond, depuis 10 ans, je m'étais jamais posé autant de questions sur le fonctionnement de l'entreprise et son devenir. Les choses étaient simples, l'entreprise connaît ses marchés, elle essaye de satisfaire ses clients, chacun au CODIR connaît son rôle et ses objectifs, et moi je pilote tout ça d'assez près. J'embauche des experts ou des potentiels que je fais monter en compétences, donc je leur fais confiance dans le cadre que l'on s'est défini. Et je reste en dernier ressort le gardien des clés de la boutique. Et ce fonctionnement-là ne vous convient plus ? En fait, j'ai demandé à Stéphane de travailler avec Rodolphe jusqu'à son départ, pour qu'on se forge des convictions sur l'évolution de la stratégie de l'entreprise. Et j'ai eu affaire à un mur. Alors pas tout de suite. Il a d'abord essayé de me convaincre que la voie suivie, la sienne, était la bonne, avec tous les arguments qu'il sait parfaitement dérouler, mais quand j'ai insisté pour me caler des réunions avec Rodolphe, il s'est braqué. En gros, j'ai eu droit à l'envers du décor posé par Rodolphe. Pour Stéphane, la sobriété, ça revient à affaiblir tout le monde. Il dit qu'il faut garder la raison, on ne va pas s'arrêter de vivre. Ras-le-bol de cette espèce de pseudo-morale culpabilisante dès qu'on fait un geste non écolo. Pour lui, il va bien falloir qu'on continue à développer les entreprises, qu'on crée des emplois, qu'on consomme pour faire tourner l'économie, et à ses yeux, l'innovation technologique sert à ça. Il m'a indiqué qu'il n'était pas du tout prêt à renoncer à son mode de vie, parce qu'il n'en voyait pas le sens. Ses enfants vivent à New York avec leur mère, ils vont tous continuer à prendre l'avion,
et il s'est organisé un mode de vie autour de son sport passion. Il est marathonien. Et il veut continuer à s'aligner sur les départs du monde entier avant d'être trop décati. Ce qui m'a gêné, au fond, ce n'est pas son idée, sa vision du monde dont on pourrait discuter, c'est son niveau de fermeture. Il était cinglant, Frédéric, presque obtus. Je l'avais jamais vu comme ça auparavant. Et donc, vous le lui avez dit? Bien, plus ou moins. J'ai plutôt essayé de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je ne lui ai pas dit que je le trouvais un peu radical, ni que son ton ne me convenait pas. Au contraire, j'ai été sympa. J'ai essayé de calmer le jeu, de détendre l'atmosphère. Je lui ai dit que je comptais sur lui pour mettre de l'eau dans son vin, quoi. Et alors? Alors, rien. Un mur de béton. Il était complètement replié sur lui, visage fermé, dur. J'ai même cru lire un peu de mépris dans son regard. C'est dingue, non? J'étais dégoûté. J'avance gentiment, je lui tends la main, et je me prends un mur. Du coup, au bout d'un moment, comme il résistait toujours, j'ai fini par dégainer la règle des 5 C. Je n'en pouvais plus de ses louvoiements polis avec sa bouche qui fait un pli comme ça, tellement il ne veut pas dire ce qu'il pense. Ouais, il est têtu, mais je le suis plus que lui. Et c'est quoi, la règle des 5 C? Georges balaya l'espace de la main. J'avais entendu ça une fois dans une conférence. C'est con, mais c'est comme ça. 5 C. J'ai fini par lui dire en tapant du poing sur la table que c'était encore moi le patron, et je lui ai imposé des points avec Rodolphe, avec obligation de m'en rendre compte. Je suis sorti de cette réunion furieux, très contrarié, avec un sentiment de malaise qui m'a pas quitté depuis. Il est toujours présent, ce malaise, en ce moment? Oui, et il est situé où dans votre corps? Georges désigna le haut de son abdomen et précisa qu'il sentait une tristesse l'envahir. À ce stade, j'hésitais à faire un break dans la séance pour accompagner Georges dans un temps de libération des émotions par la respiration. Mais je décidai d'aller au bout de l'exploration de son vécu. Cette tristesse, Georges, vous arrivez à voir ce qu'il y a derrière? Qu'avez-vous l'impression d'avoir perdu? Mes illusions. On avait une relation qui était satisfaisante jusqu'ici. Je laissais Stéphane libre sur son périmètre et les choses roulaient d'elles-mêmes. Finalement, j'ai affaire à quelqu'un qui joue solo depuis le début. Il est dans sa ligne, il fait sa course à lui, sans trop se soucier des autres. Je le pensais plus ouvert que ça, avec son parcours international. J'entends beaucoup d'amertume? Oui, l'amertume et de la colère aussi. Je suis en colère contre lui. Il m'a poussé à un acte d'autoritarisme que je déteste avoir. Vous savez bien, Frédéric, on m'a souvent reproché d'être froid, et c'est vrai que j'ai cette carapace professionnelle, mais au fond, je suis un gentil. Écraser l'autre, je peux pas, c'est pas moi. Et je suis en colère contre moi, parce que je suis sorti de mes gonds, j'ai pas su me contrôler. Et pour rien en plus, car il n'a pas bougé d'un pouce. Vous êtes vexé? Un peu. J'ai l'impression d'être mis en échec. Bon. L'échec, c'est un coup dans l'orgueil, c'est désagréable, mais je vous propose qu'on le laisse de côté pour regarder ce qui a généré le malaise. Votre « j'ai écrasé l'autre ». Votre échange avec Stéphane tombe à pic pour approfondir le sujet de l'autorité. Effectivement, c'est le thème du moment. Allez, un peu plus tôt, quand on parlait de notre relation de travail, vous étiez dans la position de celui qui est confronté à une autorité, en l'occurrence la mienne, que cette autorité s'exerce ou que vous me la prêtiez. Avec Stéphane, vous occupez une autorité que vous confère votre statut hiérarchique. Et la question est bien de cerner à quel moment cette autorité s'est transformée en autoritarisme, c'est-à-dire en exercice unilatéral de votre pouvoir. Georges prenait des notes. Il leva la tête et indiqua. Concernant le pouvoir, ce que je peux dire, c'est qu'il m'est insupportable de me voir écraser l'autre, car mon père n'a fait que ça. Avec moi, avec ma mère. Et je l'ai vu travailler. Avec les artisans, il savait être infect, hyper dirigiste. Mais les gars suivaient, en râlant, mais ils obéissaient. Moi, je me suis juré de ne jamais lui ressembler.
Et là, j'ai failli. J'ai agi comme un gros con, il m'a poussé à bout. Il ne voulait rien céder, vous savez, et j'ai voulu qu'il plie. Moi, je suis pas fier de moi quand même, hein. Georges, vous avez subi l'autoritarisme de votre père, et vous vous êtes débrouillé comme vous pouviez pour y faire face. Vous n'aviez pas le choix en tant qu'enfant. Mais il ne faut pas jeter le bébé au lot du bain. Pour grandir, le cadre est nécessaire, autant que l'amour. Le problème n'est pas le cadre ou l'autorité qui s'exerce, c'est d'une part leur excès, et d'autre part le mélange avec l'autorité dans la relation humaine. Il semble que ce qui crée le malaise en vous, Georges, c'est le pouvoir excessif que vous avez exercé sur Stéphane. J'ai l'impression que vous sentez bien, même si c'est confus, que ce pouvoir autoritaire a écrasé la relation, mais aussi votre système de valeurs qui est basé sur la confiance et sur l'autonomie. Georges approuva silencieusement tout en griffonnant des arabesques sur son cahier. Une intuition me traversa. J'ai une question. Dans cet échange avec Stéphane, vous aviez entamé la relation en tant que Georges ou en tant que DG? Le type sympa, là, qui calme le jeu, c'était qui? Georges réfléchit un instant. C'était le DG. Je voulais être gentil pour l'amadouer et améliorer sa relation à Rodolphe. Donc vous l'avez manipulé? Georges s'étrangla. Quoi? C'est pas un reproche, Georges. On cherche ensemble. Vous me dites que dans votre posture pro, animée d'un objectif professionnel, vous avez joué la gentillesse et la main tendue pour faire bouger Stéphane, alors que vous n'étiez pas sincère. Mais si, j'étais sincère. Je voulais vraiment que les choses s'améliorent. Oui, sincère dans l'objectif, mais dans l'intention. Vous étiez centré sur vos intérêts, améliorer les relations du codir, et non tourné vers la compréhension sincère de Stéphane. C'est manipulatoire, au moins au début de l'entretien. Vous avez essayé d'emporter le morceau rapidement, et Stéphane a résisté. À partir de là, c'est Georges blessé qui surgit malgré vous, l'enfant soumis qui se rebelle et vous fait basculer en autoritarisme aigu, colère, dépit, amertume, etc. Et voilà papa en vous qui pointe le bout de son nez. Il faut que l'autre se soumette. Bon, ça suffit, n'en jetez plus, Frédéric, c'est dramatique cette répétition des genres d'une génération sur l'autre. C'est vrai, quelque chose en moi n'a pas voulu se laisser faire et j'ai dégainé les barrettes. Comment j'aurais dû faire alors? Non, ne me dites rien, je veux trouver tout seul. Ok, je vois le truc. J'aurais dû dire tout de suite à Stéphane que j'avais appris par Rodolphe leur désaccord et qu'en tant que DG, je ne pouvais pas laisser cette situation en l'état. Elle est insupportable car dans les valeurs de l'entreprise, un collectif de direction doit avancer ensemble. Et que moi, Georges, je ne comprenais pas le fond de la rupture entre eux, mais j'étais ouvert à entendre son point de vue. Par exemple, en tous les cas, la gentillesse affichée pour arriver à vos fins n'était pas le reflet de votre ressenti. Votre besoin n'était pas d'être gentil, il était de comprendre et de faire avancer la situation, en lâchant prise sur le résultat. Vous vous souvenez, l'autre est libre de sa fermeture. Vous ne pouvez faire que la moitié du chemin. Oui, je me souviens, répondit Georges, effondré dans le fauteuil. Il se redressa soudainement et s'exclama avec indignation. D'accord, mais quand même, c'est inouï sa posture à Stéphane. Il ne fait même pas semblant de m'obéir. Vous préféreriez? Vraiment? Mais sa fermeture n'est pas confortable, mais il a le mérite d'être honnête. Il est peut-être bloqué dans son propre rapport à l'autorité. Ou bien il a entretenu une façade polie pendant tout le temps qu'il avait le champ libre, et elle tombe aujourd'hui, allez savoir. Et c'est peut-être une bonne nouvelle pour votre relation. Vous plaisantez, Frédéric. Mais non. Souvenez-vous de notre dernier échange. Il y a un moment où on se sent à l'étroit dans le cadre d'autorité, d'un côté comme de l'autre. Le voir, et peut-être en parler, ça permet de faire évoluer la relation. Vous savez, Georges, vous êtes pour Stéphane, pour Rodolphe, comme pour tous vos collaborateurs, et que vous le vouliez ou non, un père symbolique. Donc une idole qu'il convient de déboulonner un jour ou l'autre. Mais il ne manquait plus que ça.
Un père symbolique, une idole. Et pourquoi faut-il déboulonner les idoles, comme vous dites? Eh bien justement, pour entrer dans une relation humaine. Bienvenue dans le monde de la relation authentique, Georges. Mais si on serre un peu les boulons, sans jeu de mots, il y a un autre aspect que vous devriez bien regarder dans tout ça. Acceptez-vous d'être déboulonné? Beaucoup de personnes fondent leur autorité sur leur pouvoir statutaire. Ça marche dans certains contextes ou pour un certain temps. Dans la durée, le seul pouvoir statutaire ne crée pas l'adhésion. Les générations actuelles témoignent de ça tous les jours. Alors il faut bien regarder dans les coins. Quel est le bénéfice que je tire de mon autorité, du petit ou du grand pouvoir qui est le mien? Où est le dictateur en moi? Sinon, c'est le règne des petits chefs. Personnellement, je ne me vis pas comme une idole. Mais je ne peux pas empêcher les autres de régler leur compte avec l'autorité sur mon dos, si je comprends bien. Je vais réfléchir aux bénéfices que je tire du pouvoir et vérifier si je m'accroche au boulon. Mais dites-moi, il y en a un paquet, non, qui s'accroche au boulon pour rester perché? Oui, c'est un choix. On a le choix de voir ce qui gouverne nos vies et d'y remédier. Qui c'est qui commande, quoi? Georges relisait distraitement ses pages barbouillées de notes. Il ajouta: « Et votre histoire d'idole, là, ça vaut aussi avec mes enfants ?» « Oui, pour un enfant, les parents sont les premiers référents. Vécus positivement, amour, idéalisation, admiration, ou négativement. Crainte, fuite, rejet, colère, c'est souvent mélangé. Tous les parents sont défaillants. Mais même défaillants, nos parents restent les idoles de l'enfant intérieur qui vit toujours dans l'adulte que nous sommes devenus. Faire descendre ses parents de leur piédestal, comprendre qu'ils ne sont pas des saints, accepter qu'en dépit de tous les reproches qu'on peut leur faire, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et qu'ils n'ont pu redonner que ce qu'ils ont reçu, et leur pardonner, c'est devenir adulte psychiquement. On prend alors l'entière responsabilité de sa vie. Et ça rend éventuellement possible une nouvelle relation avec ses parents, désencombrée de l'autorité première et des ressentiments. Une relation entre êtres humains. Mais ça prend du temps, tout ça. Georges fronça le nez. Ouais. Eh ben, j'en connais un qui a déjà décidé de me déboulonner. Devant mon œil interrogateur, Georges poursuivit. J'ai vécu un moment douloureux avec Alessandro le mois dernier. Vous vous souvenez, il m'avait donné rendez-vous à la Bifurque. J'ai appris ce que c'était un tiers-lieu, dites donc. Mais c'est pas le sujet. Mon fils, mon grand-fils, mon premier-né, qui ne me parlait plus depuis des mois, a décidé de vider son sac. Honnêtement, Frédéric, je ne suis pas sûr d'avoir fait mieux que mon père quand j'entends les reproches que m'adresse Alessandro. Moi, j'ai toujours fermé ma gueule face à mon père. Eh bien, cette génération a décidé de faire autrement. C'est étrange, vous savez, car je suis sorti de ce dîner un peu partagé, assez confus, une fois de plus. J'étais abasourdi de découvrir l'ampleur de sa colère, touché aussi de le voir en souffrance dans sa vie, à se poser tant de questions. Mais j'étais tellement fier qu'il ait ce courage-là, de dire ce qu'il avait au fond des tripes. Il a fait à 22 ans ce que je commence à 52 piges. On doit se revoir. Peut-être que la liste des doléances n'est pas complète. En tout cas, merci pour le coup des idoles. Ça va m'aider à ne pas lui balancer les boulons dans la figure s'il va trop loin. Alors que je regardais attentivement Georges se débattre avec sa descendance, il s'exclama. « Ah non! Vous n'allez pas recommencer avec votre regard qui voit tout. Je file, Frédéric. Merci pour cette séance. » Nous nous levâmes en souriant, chacun goûtant la complicité qui flottait dans l'air. En refermant la porte sur Georges, je me demandais si mon fils à moi avait commencé à déboulonner ses idoles à lui, son père et moi. Je n'étais pas pressé de prendre des boulons dans la figure. Mais d'une certaine manière, j'étais prête. C'est dans l'ordre des choses.
Cet épisode 7 pointe nos différentes manières d'exercer l'autorité et le risque de voir l'autorité devenir pouvoir. Nous pouvons, à ce stade des aventures de Georges, distinguer 3 niveaux d'autorité qui s'entremêlent joyeusement dans nos quotidiens relationnels. Chaque niveau nous convoque à observer notre fonctionnement de part et d'autre du rapport d'autorité. Premier niveau, l'autorité hiérarchique ou statutaire, celle du rôle que l'on occupe, manager, dirigeant, parent, médecin, professeur. Elle crée une dissymétrie dans la relation. Trop de cadres infantilisent, pas assez de cadres insécurisent. Deuxième niveau, l'autorité qui s'exprime dans la relation. Ici, on rejoint ce que nous avons travaillé depuis le début des séances, c'est-à-dire, vais-je, dans la relation avec l'autre, contacter ma puissance en assumant ma vulnérabilité, ou vais-je rester enfermé dans des jeux de pouvoir et des rapports de domination, soumission, manipulation? Le troisième niveau, c'est l'autorité intérieure. Il s'agit de voir en soi comment s'est construit notre rapport à l'autorité, avec les parents, les profs, les entraîneurs sportifs, etc. Il s'agit aussi de clarifier ce qui fait autorité en nous, c'est-à-dire ce à quoi on obéit malgré nous. Pour nous tous, grandir en conscience, c'est apprendre peu à peu à devenir un bon parent pour soi. C'est le sens de l'expression « tu es le père », symboliquement parlant. Renoncer à tout attendre de l'autorité en place, pour prendre la responsabilité de sa vie, de ses besoins, de ses idées, et ce faisant, quitter la dépendance pour l'interdépendance. Allez, laissons Georges digérer sa séance, et c'est à vous de sonder votre exercice de l'autorité. Quand vous exercez votre autorité au travail ou au sein de votre foyer, dans quelles circonstances lui arrive-t-elle de basculer en pouvoir sur l'autre? Avez-vous déboulonné vos idoles à vous? Acceptez-vous d'être déboulonné de votre autorité? Et donc, si vous regardez attentivement, qui c'est qui commande dans votre vie? Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez réécouter ce podcast Qui c'est qui commande autant de fois que vous le voulez et suivre les aventures intérieures de Georges dans le prochain épisode dans lequel Georges ira à la rencontre de son enfant intérieur. Merci de partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être un repère pour d'autres personnes. À bientôt.